Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bienvenue dans la boîte, le rendez-vous des amoureux des livres et surtout de ce qui se cache derrière, tout ce qui se cache bien derrière d'ailleurs. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook de la boîte, vous abonner sur Instagram, sur YouTube, vous inscrire sur Discord si ce n'est pas déjà fait pour justement suivre les futures conversations, les futures conférences de la boîte. Alors aujourd'hui, pour cette interview enregistrée de ce lundi 31 mai, nouvel épisode de ce projet fou de Frédéric Ernotte avec la découverte d'un écrivain belge, Carolo, père de lettres, auteur de livres de niche sur le football. Ben oui, il en faut un petit peu pour tous les goûts. Patrick Stein. Salut Patrick, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, ça va très bien, merci de m'accueillir. Alors, tu es là pour présenter ton dernier bébé, parce qu'il y en a déjà eu d'autres. On évoquera d'ailleurs les premiers, les plus grands, les plus vieux. Le dernier s'appelle We Are Back. Rapide présentation de qui tu es quand même, hein, formé en journalisme, journaliste donc, principalement foot, chez vous Sport World, RTBF Sport et surtout à présent Eleven Sport, responsable éditorial de tous les événements live en direct. Papa aussi, grand fan de Liverpool et des Diables Rouges, tiens. Esprit vif au jeu de mots bien senti, plume plutôt efficace qui varie selon les envies. Et malgré ton agenda de ministre, eh bien, tu trouves encore le temps d'aller faire du vélo et donc d'écrire des bouquins. Je ne sais pas si je t'ai bien résumé ou s'il y a moyen d'être un peu plus complet. Non, bah, écoute, on voit qu'on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers temps, hein, John. On travaille ensemble dans une autre vie, donc oui, non, c'est pas mal, tu m'as pas mal cerné. Écoute, dans la boîte, il y a quelques éléments particuliers, quelques chapitrages que Frédéric aime bien faire. Le premier, ça s'appelle la carte blanche. Et donc là, quelques instants pour toi où tu peux justement te présenter et présenter ton bouquin de la manière que tu as envie. Tu as vraiment carte blanche, je n'interviens éventuellement que pour te relancer un petit peu. Donc vas-y, la parole est à toi. Ok, ben écoute, ce dernier bouquin, We Are Back, il est un petit peu spécial au niveau de l'écriture, justement, par rapport à moi, parce que, voilà, généralement, quand on écrit, on essaie toujours de mettre beaucoup de sa personnalité, ou en tout cas des doses de sa personnalité. Mais moi, ici, c'est mon troisième bouquin, c'est le deuxième vraiment que je consacre au diable, et mon envie, c'était un peu tout autre, c'était justement, avant tout, de laisser la personnalité des diables transpirer quasiment à chaque ligne et à chaque photo, parce que c'est un bouquin illustré, voilà, chaque ligne, chaque photo de l'ouvrage. Et donc, je me suis fort mis en retrait pour laisser vraiment la parole au diable, que j'ai eu l'occasion d'interviewer de manière exclusive en one-on-one, tout seul, pour justement aller chercher leurs questions et puis tout compiler pour les faire avoir entre eux une espèce de discussion fictifs parce qu'ils ne se répondaient pas les uns les autres, mais tous les propos tenus dans le livre ont été tenus par des diables au cours d'interviews, comme je le disais, exclusives et personnelles et personnalisées. Donc voilà, c'était un peu le défi dans l'écriture de ce livre-ci, c'était moi d'en faire le moins possible, d'être le plus neutre possible pour servir de relais, contextualiser, faire un peu un travail journalistique aussi de remise en contexte de certaines phrases, de certaines époques, parce qu'on reparcourt toute l'aventure de la génération dorée où justement on a cherché le point de départ. Est-ce que c'était les JO de 2008? Est-ce que c'était la première qualif pour une Coupe du Monde après autant d'absence aux alentours de 2013? On a laissé justement les diables répondre à ces questions-là, parcourir eux-mêmes tout le périple qu'ils ont effectué ensemble. On en a d'autres qui ont rejoint l'aventure un petit peu plus tard. Certains l'ont quitté depuis lors. Mais voilà, donc c'était un petit peu le défi, et c'est ce qui donne le ton particulier au livre aussi, et son caractère peut-être unique, c'est voilà, il y a beaucoup de livres qui vont sortir ou qui sont sortis sur les diables, des présentations du tournoi, etc. Mais nous, notre avantage là dans ce livre aussi, c'est que ce sont les diables eux-mêmes qui parlent de leur aventure et qui se projettent sur le tournoi à venir. Et ça, il y a que nous qui l'avons, donc on est très heureux à ce niveau-là. Ouais, on reviendra en détail hein, sur plusieurs points que tu as abordés, vraiment intéressants. Une petite chose encore, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture de celui-ci, mais des autres aussi, par exemple, que sont les Madeleines du foot et l'Hippopérus. Ben voilà, l'aventure, elle remonte à... Ouais, ça va quand même déjà faire, ça va faire 4 ans maintenant, aux alentours de 2017, 2016. Voilà, l'envie, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup en télévision, où certes, il y a de la place pour l'écriture, mais c'est souvent de l'écriture assez courte, qui doit répondre au code de la télévision. Alors oui, on peut placer un petit jeu de mots de temps en temps, une métaphore, donner un champ lexical, comme tu le fais très très bien aussi d'ailleurs. Mais j'avais envie de revenir à nos premiers amours qui était l'écriture tout simplement, plus long, où on se pose, on réfléchit, où on raconte
une histoire et où on a le temps de le faire et de développer une idée et de se lancer un défi. Et donc c'est là qu'est venue l'idée des Madeleines de foot, mon premier bouquin, qui traitait du foot des années 90, mais on racontait les grandes histoires par les petites histoires, en mode justement Madeleine de Proust, où on allait rechercher plutôt l'aspect d'un maillot pour reparler d'un match ou un commentaire télévisé, pour reparler d'un souvenir du foot des années 90. C'était un petit peu mon idée de base. Donc ça, c'était ma première aventure, mon premier défi de me dire, tiens, est-ce que ça va parler aussi de faire un bouquin là-dessus? Je savais très bien que ça allait être un bouquin niche parce que déjà, bouquin de foot, il faut être clair. Et en plus, axé sur les années 90, ça réduit encore la marge. Mais il y a un jeune éditeur très courageux qui s'appelle Ben Choquet aux éditions du Pays Noir, qui était dans l'auto-édition lui-même d'un de ses romans et qui a dit, bah, je me suis auto-édité, je vais te prendre avec moi, on va lancer ça ensemble, qui m'a soutenu. On est passé par le crowdfunding, etc. Et donc, voilà, on a réussi à sortir le livre, à remplir les objectifs qu'on s'était fixés avant les 500 exemplaires, un petit peu plus qu'on avait imprimés. Donc, on était très contents à ce niveau-là. Et ça m'a permis, un peu le hasard, un peu les origines Carolo aussi qui ont parlé, d'être repéré par la maison d'édition Kennes, qui, en absorbant elle-même une autre maison d'édition, avait récupéré le contrat officiel des Diables Rouges et qui donc cherchait un auteur pour écrire sur les Diables Rouges au lendemain de la finale oui, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, demi-finale pour les Diables. Bon, au lendemain de la finale, j'ai reçu un coup de fil. Voilà, je quittais l'hôtel dans lequel j'avais dormi à Bruxelles, qui me disait, ben voilà, je suis Dimitri Canès, patron de la maison d'édition. Je sais que tu écris sur le foot. Tu es de Charleroi, moi aussi, viens me voir à Charleroi, on va aller manger un bout et on va discuter. Donc c'est de là qu'est partie l'aventure avec la maison d'édition Kennes, qui depuis a en son propre nom reconduit le contrat d'édition officiel avec l'Union belge. Donc il y a la maison d'édition qui peut avoir accès plus facilement au Diable, qui peut avoir accès à la base de photos, aux archives concernant les Diables, etc. et bénéficier du soutien de l'Union belge. Et donc, avec eux, alors, on a publié un autre livre, L'épopée russe, très très vite, parce que voilà, l'idée leur est venue, bon, voilà, les Belges sont allés en demi-finale, on va faire quelque chose. Et en 3 mois, on a sorti un bouquin. Et ici, là, on a eu un petit peu plus le temps de se mettre sur Uyarbak. On voulait en sortir un avant le tournoi pour se mettre dans le bain, déjà bien sentir le truc. Donc, le bouquin était prêt en mars 2020. On avait finalisé, il était prêt à partir à l'impression le jour où le tournoi de 2020 a été reporté à 2021. Donc il a dû attendre un petit peu plus avant de sortir et on l'a un petit peu modifié forcément, on l'a remis dans le contexte de l'actualité, on ne pouvait pas passer au travers, on a refait quelques petites interviews pour évoquer ce concept-là et maintenant ça y est, il est là, il est sorti. Ouais, donc pour terminer sur ta présentation et celle des bouquins, t'as pas un parcours classique d'un auteur qui peut ramer par moment pour essayer justement de trouver un éditeur et finalement d'arriver à valoriser son œuvre. Entre guillemets, cette chance, même si j'aime pas le terme chance parce que c'est aussi une question de qualité, une question de carte de visite que tu es parvenu à laisser, mais tu as eu cette possibilité qu'on t'ait tendu la main directement pour venir te chercher et réaliser, je vais pas parler de rêve, ou est-ce que je peux parler de rêve justement? Il y a une part de rêve parce que c'est voilà, écrire sur le foot, surtout en ce qui me concerne, c'est ma passion, le foot, et donc le traiter de n'importe quelle manière, pour moi, c'est un rêve. Et puis travailler là-dessus, faire de ses hobbies ou de sa passion une partie de son métier, c'est clair. Et là, oui, de fait, j'ai eu énormément de chance. Un petit peu provoqué parce qu'au départ, voilà, les Madeleines de foot, il y avait 9 chances sur 10 qu'elles aillent dans le mur ou qu'elles passent complètement inaperçues. Voilà, ça, on va être franc, ça n'a pas été un méga succès non plus. J'ai pas touché à 1 milliard de royalties dessus. Mais le projet a vu le jour et ça, c'était déjà un accomplissement en soi de faire vivre ce projet-là. Et après, oui, là, il y a eu un bon coup de bol que ça a été repéré par Kennes en tant qu'écrivain Carolo. Voilà, il y a peut-être un petit peu de protectionnisme régional qui a joué, parce que les éditions Kennes sont basées à Charleroi, pas loin. Donc ils se sont dit, ben voilà, il y a un mec de Charleroi ou du coin qui sait écrire sur le foot. Donc c'est chez lui qu'on va aller en premier demander si ça l'intéresse pour la suite. Et voilà, c'est parti de là. Pourquoi un titre en anglais pour le dernier? Bonne question, c'est un choix éditorial. Ouais, allez, petite anecdote de coulisses, on était parti sur We Are Belgium. Il faut savoir que le bouquin sort dans les deux langues, hein, nationales. C'est chaque fois, vu que c'est justement avec un partenariat à l'UCL, chaque fois les bouquins sur les diables sont traduits en néerlandais aussi. Euh,
Très honnêtement, je ne sais pas. Je me doute qu'il y a peut-être un petit souci économique derrière d'avoir la même couverture des deux côtés du pays. On était parti sur We Are Belgium qu'on avait proposé à l'Union belge. L'Union belge a dit, c'est le slogan d'une marque de bière qui nous est très proche, donc on vous demande de ne pas l'utiliser. Et donc on est parti sur We Are Back, voilà le retour aux affaires de la génération. C'était déjà prévu avant la pandémie. Euh, et je trouve qu'il prend encore plus de sens, c'est bête, mais maintenant, non pas que la pandémie soit terminée, il y a toujours beaucoup de prudence à avoir, mais on a peut-être quand même l'impression qu'avec ce qu'on vit pour le moment, que dans 2, 3 semaines, quand le tournoi commencera, avec un petit peu de chance si les Belges réussissent, ce sera peut-être le retour voilà, aux vraies émotions, aux vrais positifs, et pas encore à la vraie vie, mais tout près. Donc le We Are Back, maintenant, je pense, prend encore un peu plus de sens, donc je suis encore plus fier du titre pour le moment. Bien, voilà pour l'introduction. Tu parles d'émotion, ça fait une transition presque bien trouvée pour ce qui va être la suite, ce qui s'appelle la question qui déboîte. Alors, ça va être une question un peu volontairement provocatrice qui va en amener plein d'autres évidemment, et bah, les émotions, ça en fait un petit peu partie. Qu'est-ce que tu peux répondre, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui, en voyant We Are Back, vont se dire oh, mais non, c'est encore un bouquin de foot, ce ne sont jamais que des mots autour de mecs qui courent après un ballon. Quel intérêt ça a? Qu'est-ce que tu peux leur répondre? On peut leur répondre énormément de choses. Ouais, si, déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui veut absolument convaincre les gens. S'ils ont beaucoup d'a priori sur le foot, etc., de fait, c'est pas la peine. Je vais pas m'évertuer je vais pas m'évertuer à leur dire, mais si, si, voilà, en lisant, vous allez tomber amoureux du foot. C'est pas avec, très honnêtement, c'est pas avec ce bouquin-là qu'on va convertir des anti-foot. Ça, j'en suis certain. Par contre, pour les passionnés de foot ou pour ceux qui, voilà, qui ont quand même une petite fibre, c'est l'occasion de découvrir encore plus en profondeur les diables qui parlent d'eux-mêmes, se rendre compte justement à quel point ces millionnaires payés pour courir derrière un ballon sont des bons mecs, sont des bons gars et représentent avec fierté tout ce qu'on peut attendre de Belges qui réussissent parce qu'ils gardent, allez, on a notre esprit belge, ils gardent leur simplicité, leur accessibilité, combiné à un mental et à des qualités morales qu'il faut avoir pour être un champion parce que ce sont tous des champions qui réussissent dans une discipline sportive au plus haut niveau, qui ont donc ce sens du sacrifice qu'il faut avoir, ce sens de faire tout ce qu'il faut pour maximiser son talent. Ils l'ont tous, mais ils arrivent à garder ce côté humain qui ne font pas d'eux des machines, justement. Ce qui peut peut-être expliquer pourquoi ils ne gagneront pas l'Euro, pourquoi ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, parce qu'à un moment, il manque peut-être le côté vraiment tueur, même si certains sont en train de le cultiver. Donc voilà, dans ce livre-là, c'est si vous aimez pas le foot, vous tomberez pas amoureux du foot, mais vous tomberez peut-être amoureux des mecs qui y jouent, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses intéressantes à dire. On se rend compte que ce sont des potes, que ce sont des pères de famille, beaucoup jeunes, mais qui se rendent compte de ça aussi, et qui se rendent compte de l'importance de la famille. Donc voilà, c'est peut-être souvent cliché de revenir à oui, ok, ils ont des valeurs, mais en fait, si, si, ils ont vraiment des valeurs et qui correspondent aux valeurs qu'on peut attendre de mecs qui représentent la Belgique sur le plan international. Ça reste assez intéressant, donc c'est pas tant un bouquin sur le foot, c'est une histoire finalement où le foot est prétexte pour amener d'autres messages, un peu comme ce que véhiculent des romans classiques, on pourrait dire. Voilà, beaucoup. Le foot, c'est une histoire, c'est un roman d'aventure. Justement, je le disais tantôt, déjà nous, notre premier point, quand on a essayé de retracer l'histoire avec les joueurs, c'est de trouver le point de départ, c'est de trouver le premier chapitre. Tiens, est-ce que c'était en 2008, quand il y a quelques gamins qui sont partis aux Jeux Olympiques de Pékin, déjà pour un super périple, qui ont noué un esprit de groupe. Donc voilà, ouais, c'est une aventure de potes qui a commencé là-bas, ou est-ce que voilà, il y a eu des éléments modificateurs, il y a eu des entraîneurs aimés, des entraîneurs pas aimés, il y a eu des moments où tout allait mal, une descente au 68e rang mondial en 2010, c'est le plus bas que on n'avait jamais connu du côté de la Belgique, pour soudainement monter et réussir justement les paliers, les différentes étapes, ouais, les différentes étapes de l'Odyssée pour aller jusqu'à à la première place mondiale avec encore quand même là-dedans des coups durs parce qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde, parce qu'il y a eu ce fameux but d'Umtiti et cette déception. Mais juste avant ça, il y avait les émotions incroyables contre le Brésil. Avant ça, il y avait les émotions incroyables contre le Japon. Donc oui, voilà, c'est une grande aventure, jalonnée de petites aventures et des émotions qui vont avec. C'est un vrai roman que ces mecs-là ont écrit. Une fois de plus, c'est pas moi qui l'écris, c'est eux qui l'ont fait. C'est même pas une fiction, c'est ça qui est chouette aussi, c'est avec la réalité des faits.
Quand on entame ce genre de bouquin-là, que ce soit We Are Back, que ce soit l'épopée russe, que ce soit les Madeleines avant ça, forcément on sait qu'on. Et tu sais, tu l'as dit toi-même, que tu es dans une niche. On l'a bien compris, tu veux pas non plus essayer de faire en sorte que les gens qui n'aiment pas le foot aiment le foot, mais plutôt de les ouvrir sur une manière de voir peut-être le foot différente. Mais est-ce qu'alors tu donnes véritablement des clés de compréhension ou alors que dans ta rédaction tu te dis, bon, bah, malheureusement, je dois répondre aussi aux exigences de ceux qui sont passionnés. En gros, il y a quelques, dans les Madeleines surtout, il y a quelques références forcément, mais est-ce qu'elles sont suffisantes pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien pour véritablement se repérer, facilement se repérer? Ben voilà, je crois que les trois ouvrages sont assez différents à ce niveau-là. Les Madeleines, c'était le premier. Je voulais jouer sur enfin, voilà, mon idée, c'était de jouer sur le référentiel à fond, aussi bien sur les années 90 que sur le foot en lui-même. Euh, Parce que voilà, par exemple, j'intégrais chaque chapitre lié à des chansons des années 90 pour faire un lien avec cette fameuse musique des années 90 qui fait quand même encore pas mal de recettes à l'époque du jour. Je faisais des liens avec les œuvres cinéma des années 90. Donc voilà, quand je disais raconter les grandes histoires ou les petites histoires du foot, c'était chaque fois lié au contexte de l'époque, aux héros. Je replaçais ça dans le contexte politique aussi, pourquoi pas. Donc il y avait cette volonté de sortir le foot, de partir de la fameuse phrase celui qui ne s'intéresse qu'au foot ne connaît rien au foot. Ah ben, c'était un petit peu ça, c'était de chaque fois remettre les faits de foot dans un contexte culturel, économique ou politique ou autre. Voilà, ça, c'était vraiment le but dans les Madeleines. Après, il y a eu l'épopée russe, ben, là qui est sortie quelques mois après une Coupe du Monde, que voilà, pour être passé à côté en Belgique, c'était quand même compliqué de ne plus avoir connaissance du contexte. Mais on avait aussi décidé de diversifier les apports. Et là, c'était plus un ouvrage de groupe où moi, je prenais quand même une bonne partie en charge. Mais après, j'avais demandé aussi à d'autres journalistes de venir faire des petits billets personnels. Benjamin de Senin, Christine Schleder, Fred Wasset, j'avais participé au livre. J'avais aussi interrogé des experts plus identifiés, un psychologue du sport pour expliquer ce qui s'était passé lors du fameux Belgique-Japon, comment est-ce que un match peut changer comme ça sur le plan mental, un préparateur physique pour expliquer comment ça se passe pour le premier match, comment est-ce qu'on arrive prêt physiquement, etc., etc. Donc là, c'était aussi une mise en contexte plus générale et plus collective. Ici, le dernier We Are Back, on donne aussi des clés de compréhension, tout simplement parce que j'ai une autrice au-dessus de moi aussi, qui à chaque fois surveillait, quand j'utilisais des interviews de diable, etc., justement à ce que la mise en contexte et que la compréhension soit la plus simple possible, parce qu'on est sur un livre quand même justement officiel, à grand tirage, même si je ne connais pas le nombre exact, mais voilà, qui a sa volonté de s'installer dans toutes les grandes librairies, dans les hypermarchés, disponible sur Internet. Donc ici, on vise un livre grand public, donc les références foot doivent être assez compréhensibles Accessible. par tout le monde et accessibles exactement. Donc ça a été un travail à faire, mais qui n'a pas été très compliqué non plus, parce que voilà, en tant que journaliste, on a aussi un boulot de vulgarisation assez fréquent, donc j'ai pu m'y atteler sans trop de problèmes. Réservé à un public belge plutôt. Pas spécialement, hein, si nos amis français ou même suisses ou autres veulent jeter un coup d'œil. Comme je le disais, c'est une aventure. Alors oui, forcément, les aspects émotionnels ou les petites références des uns et des autres et la belgitude parlera plus aux Belges. Mais voilà, moi, ça ne m'a pas empêché de lire des bouquins sur l'équipe de France quand j'étais plus jeune ou encore ces derniers temps. Voilà, parce que la base commune, ça reste le foot et que c'est de nouveau un cliché de le dire, mais ça reste un langage universel aussi. Et on sait que les émotions qu'il procure sont universelles également. Fait deux bouquins sur les diables, donc deux formats différents, très différents même. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur les diables et les BD. Il y en a d'ailleurs quasiment avant chaque grand événement, il y a une nouvelle BD sur les diables qui sort. C'est pas dur justement d'être un peu original sur un sujet, on va pas dire que tout le monde connaît, mais en tout cas qui est souvent abordé dans différents médias aussi. Oui, évidemment, et c'est un des défis, et c'est pour ça qu'ici, j'ai choisi d'y aller non pas sur un énième livre raconté par un journaliste ou un auteur qui va vous parler des Diables Rouges et donner son avis sur les Diables Rouges, mais de se dire, on a la chance, et encore, c'est pas si facile que ça, c'est pas autant open bar qu'on pourrait le penser, mais d'avoir au moins accès aux joueurs de temps en temps, moyennant quand même quelques démarches, quelques coups de fil, quelques rendez-vous manqués, mais bon, ça peut se comprendre, mais on a quand même la chance d'accéder aux joueurs. Donc, ce sont eux les acteurs principaux du truc. Donc,
faisons-les parler. Retrouvons le sourire d'Eden Hazard, même s'il a un petit peu perdu ces derniers temps avec les blessures. Quand on le fait parler, il y a quand même toujours ces petites touches d'humour. Retrouvons la qualité de propos de Romelu Lukaku quand il parle de son sport, sa connaissance hyper pointue de son sport et de ce qu'il faut faire pour réussir dans son sport. Retrouvons cette espèce de gêne à parler de lui-même de Kevin De Bruyne qui se renferme sur lui, mais c'est sa personnalité. Retrouvons la verve et l'émerveillement quotidien de Thomas Meunier d'être arrivé à ce niveau-là et de fréquenter ces mecs-là. Tout ça est dans le livre parce qu'on a pu les rencontrer un par un ou les avoir au téléphone un par un. Et c'est vraiment gai de les retrouver parce qu'ils sont dans le bouquin comme ils sont, je veux dire, sur le terrain, dans le vestiaire ou en dehors quand on a un peu l'occasion de les fréquenter en dehors. Donc c'est leur personnalité avant tout qui transpire. Ça, c'est le plus chouette et ce qui différencie justement de la somme d'ouvrages qui peut sortir. Ouais, c'est ça, tu as eu la chance de les rencontrer. Alors forcément, il y a toujours une barrière qui se crée, même si je suppose que sur des interviews longues, tu parviens à aller chercher quelque chose en plus que ce qu'on peut avoir à la sortie d'un match, évidemment, ou en avant-match. Euh, une anecdote en particulier, quelque chose où tu te dis, bon, tu les connais un petit peu évidemment, mais quelque chose qui t'a surpris encore dans ces interviews. Tu les as déjà rencontrés par le passé, mais ici, après, je sais pas, deux ou trois interviews de Thomas Meunier ou d'Eden Hazard, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ah tiens, dans tous les diables, ça, j'ai appris encore un nouveau truc, ou il m'a surpris, ou il m'a fait rire, ou que sais-je. Oui, mais c'est toujours la façon de les avoir. Au final, voilà, ici j'en ai eu plus par téléphone en fait. Et tu te rends compte, tu sais que c'est très difficile de passer tous les obstacles qui peuvent mener à un joueur. Avec le soutien de l'Union belge et la bonne volonté des agents responsables presse des joueurs, les obstacles ont sauté. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu les as au téléphone posés, ben, ce sont des mecs comme toi et moi qui aiment parler de ce qu'ils font. Donc, ce sont vraiment pas des types qui viennent au pied de plomb à l'interview. Voilà, ils sont protégés et je pense qu'ils doivent l'être par beaucoup d'éléments externes. Mais une fois que tu arrives à passer la muraille, voilà, j'avais j'avais eu Eden Hazard, c'était en janvier 2020. Donc au moment où il était blessé pour la première fois à la cheville, il n'avait pas trop le moral, mais après, tu te rends compte qu'en parlant, il se met à parler, à rigoler, à interrompre la conversation parce qu'il y a les enfants qui crient. Voilà, c'est un mec comme toi et moi. Lukaku, pareil, ses agents américains avaient dit un quart d'heure, pas plus, l'interview. Donc, je mets, je mets l'interview, voilà, je time mes questions pour tout faire rentrer en 15 minutes. Je me rends compte que ça fait 15 minutes 30 qu'on est au téléphone. Je dis, ah, Romelu, dernière question, parce que voilà, il n'y avait qu'un quart d'heure disponible. Et Lukaku me dit, comment ça, un quart d'heure? Attends, je suis tout seul chez moi, si tu veux, on continue. Et on est resté 45 minutes au téléphone, voilà, parce qu'il avait rien d'autre à faire que de parler à quelqu'un. Il était chez lui à Milan. C'était aussi avant le confinement, avant les problèmes, avant même l'apparition de la pandémie. Et donc, ouais, tout ça, ça prouve quand même vraiment, voilà, s'il aurait pu vraiment sauter sur l'occasion, lui, il n'était même pas au courant, c'était ses agents qui avaient dit il y a un quart d'heure. Il aurait pu sauter sur l'occasion pour dire, OK, voilà, c'est bon, le journaliste, je le balance. Mais non, il était cool. J'imagine qu'il appréciait la conversation, qu'il appréciait parler foot. C'était pas les mêmes questions que d'habitude parce qu'on le faisait repasser sa carrière de Diable Rouge et on ne lui posait pas forcément des questions d'actu et de Ouais. chic et de tchac et des objectifs, etc. Et donc ça s'est très bien passé. Donc ça, c'est ce que je retiendrai, ouais, ce côté très personnel au final, même par téléphone, même à distance. Mais justement, c'est peut-être ça aussi qui les a sortis du cadre. Si je les avais vus à Tubize, à l'hôtel pendant 45 minutes, ça reste le cadre à Tubize. Ils sont dans leur activité professionnelle, donc ils vont peut-être faire un petit peu plus attention ou à être moins personnels qu'ici. Je pense que les entretiens ont été très, très agréables parce qu'ils étaient chez eux, tout simplement. Ça les démystifie en quelque sorte aussi aux yeux du grand public. Donc ça les rend plus humains. Oui, après, je suis pas sûr que nous, Belges, justement, quand tu vois comment on en parle, on les appelle Eden, on les appelle Romelu, on les appelle tous par leur prénom. Donc c'est peut-être parce qu'on vieillit aussi, mais c'est des gamins qu'on a toujours connus, et c'est des bons gamins qui deviennent de plus en plus adultes quand même, mais qu'on a toujours connus. Donc je ne sais même pas s'ils ont déjà été mystifiés. Je pense qu'on a quand même justement ce côté en Belgique qui est le propre de notre nation, de ne jamais porter les champions très haut sur un piédestal, parfois à tort, parce que je pense que parfois on a maltraité de grands champions ou de grandes championnes
sans comprendre que pour réussir en foot ou en tennis, pour prendre l'exemple de Justine Hénin qui me vient en tête, il faut avoir ce mental-là de se sentir supérieur, de vouloir détruire l'autre. Ça fait partie du sport. Ça, c'est pas très aimé par les Belges. Et donc, voilà, on aura toujours du mal à faire d'un grand champion un mythe, hormis Eddy Merckx, évidemment, qu'on place hors catégorie de tout. Donc, oui, ça ne fait que confirmer, ben, par exemple, cet aspect retour à la Grand Place en 2018, où enfin, une des premières choses qu'ils font, ils sont accueillis à l'hôtel de ville. Ils peuvent choisir le menu, c'est quoi? C'est hamburger, frites, coca, bière. C'est pas petit four, champagne. Donc, voilà, ça, je pense que eux-mêmes, en fait, se sont vite démystifiés, ils ne veulent pas se placer trop au-dessus de la mêlée. Ils savent ce qu'ils sont. On en arrive plus sur la manière avec laquelle tu es arrivé à rédiger, donc dans les coulisses de ton écriture en quelque sorte. Commençons par une question qui m'interpelle un petit peu, parce que forcément il y a une collaboration avec la Fédération belge, tu l'as dit toi-même, ce qui t'a ouvert les portes, hein, ce qui t'a facilité en quelque sorte des accès. Est-ce que tu as eu des points d'intention de leur part, des points, des choses à ne pas écrire, une forme de censure en quelque sorte, en tout cas, des angles à ne pas aborder? Absolument pas. Rien de dit à l'avance qui aurait pu orienter ma façon de mener les interviews, rien du tout. Ils demandent une relecture, ils l'ont faite, mais ils n'ont absolument rien corrigé. Je pense qu'ils ont été très ouverts. Après, on n'est pas sur un thème non plus. Polémique. Et aller chercher nous-mêmes la polémique et faire le buzz. On sait, et je sais déjà en commençant le livre, que j'écris le bouquin officiel. Donc voilà, je vais peut-être aussi, moi, freiner ma plume ou quoi, voilà, je ne vais pas commencer à essayer de clasher pour placer certaines choses, pour aller dans ce sens-là. Non, le but est de donner de l'information, de la recontextualiser, mais les sujets peuvent être abordés. L'affaire Nainggolan pas sélectionnée, dans l'épopée russe. On a pu en parler avec Roberto Martinez, que j'ai d'ailleurs aussi l'occasion d'interroger pour Rouillard-Bach et qui a rédigé la préface du bouquin. Ici, on a pu revenir sur l'Euro 2016 où on comprend entre les lignes ou même pas entre les lignes que ça s'était mal passé entre Lukaku et Wiimote. C'est quand Lukaku dit dans We Are Back, je rigole encore aujourd'hui avec mon entraîneur, enfin son ancien entraîneur maintenant, mais Antonio Conte de l'Inter, comment il nous avait eu avec l'équipe d'Italie lors de l'Euro 2016. L'Union belge laisse passer ce genre de phrase-là parce que ça fait partie du propos du joueur, parce qu'ils font confiance aussi à leurs joueurs pour assumer leurs propos. Donc voilà, mais il n'y a pas non plus de clash à distance ou de règlement de compte. Ce n'était pas le but. Il y a d'autres médias ou il y a d'autres moyens de communication pour faire ça, mais ce n'était pas l'objet du livre. Mais donc on s'est privé d'aucun thème, mais on ne les a pas abordés en manière clash non plus, parce que ce n'était pas le but. Au départ, quand tu te poses, quand tu as l'idée, quand tu as eu l'idée, ou quand tu en as discuté avec ton éditeur ou avec d'autres auteurs, tu peux le mettre devant ton PC comme un écrivain classique, c'est-à-dire que tu poses un plan, tu te dis tiens, comment je vais le raconter, est-ce que ça va être une histoire romancée, est-ce que ce sera des faits, des anecdotes, des analyses. En gros, est-ce que tu as des post-it partout à l'ancienne, est-ce que tu as des ratures un petit peu partout, une tasse de café à moitié renversée, enfin des clichés quoi. J'ai 27 documents Word, plan A, plan B, voilà, version 2, 3, chemin de fer, etc. Donc voilà, je travaille plus sur ordi, voilà, et le but du jeu est chaque fois de retrouver au final le bon document Word avec le bon chemin de fer sur lequel j'ai décidé de travailler. Beaucoup d'échanges avec Géraldine Henry aussi, qui était l'éditrice pour Kenes, avec Philippe Dieu aussi, qui était le graphiste, parce que c'est un livre très, très imagé, très illustré, et qui du coup avait aussi des retours très pertinents en disant, ouais, mais tiens, en fait, en rajoutant les photos, je me rends compte que là, il faudrait peut-être, hop, hop, et échange d'idées à trois, beaucoup de réunions pour remettre la trame en ordre. Même si après, il n'y a pas de secret, on est passé sur une trame chronologique au final. Comme je le disais, on a cherché le point de départ, puis après on avance tournoi par tournoi. Mais évidemment, on a des sous-thèmes. Quand on aborde le thème de la famille, tiens, est-ce qu'on le met en 2018 parce que les familles ont pu être accueillies à l'hôtel, ou est-ce qu'on le met un petit peu plus tôt parce qu'ils sont devenus tous papas à un autre moment, ce qui les a fait grandir, etc. Donc il y a ces discussions-là qui viennent. Euh, Puis tout se fait assez naturellement, où on cherche, oui, voilà, je pense comme n'importe quel écrivain, d'avoir le travail le plus logique possible et, comme on le disait tantôt, le plus accessible aussi possible parce qu'on est quand même sur un livre grand public.
Ouais, c'était ma question suivante. On dirait presque que tu as l'habitude de faire des passes décisives, c'est impressionnant. Quand tu as ton chemin de fer, ta trame justement qui est sous les yeux, tu penses à ton public cible ou tu penses justement à on va essayer de taper un peu plus large pour donner des clés pour à tout le monde. Et donc, en fonction de ça, est-ce qu'il y a certains codes que tu vas chercher dans la littérature classique que tu essayes d'intégrer dans ton écriture? Pour We Are Back, on a vraiment essayé de rester sur la logique pure et simple. Vraiment les liens les plus évidents d'une perception foot de la chose. On voulait commencer, voilà, parce que le livre est rythmé par donc toute une série d'interviews collectives, comme j'expliquais tantôt, où les joueurs se répondent les uns les autres. Mais en plus, comme il nous restait quand même un petit peu de la matière, pardon, de ces interviews-là, on fait des encarts, interviews personnelles, où voilà, on reparle un petit peu, un petit encart personnel avec Eden Hazard et quelques questions-réponses questions-réponses avec lui. Mais donc, par exemple, pour placer ces encarts personnels, on voulait commencer avec le capitaine qui était Eden Hazard, puis après aller un peu des plus anciens aux plus jeunes qui ont rejoint l'aventure en cours. Donc derrière Eden Hazard, après, il y a de nouveau un petit peu d'entretien collectif. Et puis c'est Christian Benteke. On a eu du bol, il était sélectionné. C'était pas sûr au moment où on a fait le livre, mais comme de toute façon c'était un membre de cette fameuse génération dorée, on avait choisi de le mettre dans le livre pour lui rendre hommage s'il n'était pas sélectionné ou pour mettre là en tant qu'ancien, par exemple, s'il était sélectionné, ce qui est le cas. Donc, tout répond à plutôt une logique, je vais dire, plutôt journalistique sur celui-ci, d'aller dans le détail, dans la logique et oui, dans les liens entre comment on raconte l'histoire et les faits, du factuel. On n'a pas essayé de faire des artifices trop compliqués, pas trop de flashbacks, parce que le livre est un grand flashback en lui-même qui part d'un point le plus éloigné pour en revenir au présent et avec une petite projection dans le futur. Mais voilà, c'est la seule construction qu'on a employée, c'est quand même d'être le plus linéaire possible pour garder la clé de la compréhension la plus large possible. Ouais. Ouais, donc tu dirais que les trucs d'écriture, je te connais, je te sais amoureux du rythme, d'un rythme très dense, en tout cas pas trop de temps mort, même si dans certains livres classiques, forcément, ils jouent avec ce côté temps. Moi, je sais que tu aimes bien ce qui est rythmé, ce qui est très dynamique, donc pour pallier justement à cette écriture différente, tu les as rythmés via les interviews ou via les codes, le chapitrage en quelque sorte. C'est comme ça que tu as pallié à une possible lenteur ou à de possibles redondances. Ben voilà, c'est exactement ça. Et puis on s'est forcé aussi à faire, enfin on s'est forcé, moi c'est ma volonté de fait, c'est d'aller assez direct au point et donc à ne pas faire des textes de liaison ou des textes de contextualisation trop longs, vraiment se servir de allez, 4-5 phrases pour dire, ben voilà, là, les diables viennent de vous raconter ça, on va passer à autre chose, on va l'articuler comme ça. Donc voilà, le We Are Back est vraiment qui se rapproche plus d'un livre journalistique où on fait vraiment de la liaison, où on met les articulations du journaliste, du coup, moi en l'occurrence, au service du propos derrière et du propos donc, des diables derrière. Donc c'est de fait dans cette idée de donner le rythme, de casser le rythme aussi avec l'aspect visuel, avec l'aspect photo, avec l'aspect interview individuel aussi, avec l'aspect, on revient sur un match, il y a quand même la feuille de match, ah oui, on se rappelle ce match-là, il y a eu but de un tel à la quantième, etc., en très schématisé. Donc voilà, il y a tous ces petits artifices visuels qui permettent aussi de donner le rythme. Voilà, s'il y en a qui veulent se plonger uniquement dans la lecture, ils se plongent dans la lecture. On sait bien que sur ce type de beau livre aussi, et je ne vais pas m'en cacher, moi j'en lis depuis que je suis amoureux du foot, donc depuis que j'ai 8 ans, où je volais les bouquins de mon père, les beaux livres de mon père. Il a fallu peut-être 10 ans et que j'ai 18 ans pour lire vraiment le contenu, à la place de regarder uniquement les photos. Bon, j'exagère peut-être, allez, on va dire C'est que dans quand cette j'avais d'autres 13 magazines, mais ans, on je va pas aller lisais. plus loin. Ouais, non, non, pas ça. Donc voilà, et c'est l'idée, c'est d'en donner à tout le monde selon son humeur du moment. Si on veut juste feuilleter les photos, il y a moyen de comprendre en feuilletant uniquement les photos. Si on veut juste lire le texte, parce qu'au final, les photos, on les connaît, on s'y retrouve avec le texte. Donc voilà, il y a plusieurs approches de lecture possibles. Et pour les madeleines, vu que c'était un peu plus écrit, quelle stratégie t'as adoptée? Mais les Madeleines, j'avais aussi cette volonté. Je ne sais pas si c'était volonté ou moi me sentir incapable de tenir le même rythme sur un roman
très linéaire, etc. Donc j'avais aussi voulu, et c'est peut-être aussi parce que je crois que ma formation télé déteint beaucoup sur moi et cette volonté toujours de mettre du rythme et de changer les formats. J'avais voulu faire 11 chapitres, le 11 chiffre symbolique du foot, donc pour raconter les 10 ans, Nombre de joueurs, je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas tout. voilà. Avec de l'intro, avec les 10 ans de la décennie, parce que chaque chapitre était consacré à une année. Et je m'étais dit, à chaque année, je vais utiliser un style différent ou une approche différente. Euh, Malheureusement, le temps a passé, je les ai plus tous en tête. Mais je sais bien, le premier est un récit très classique, assez romancé. Le deuxième était plutôt un dialogue entre un papa et son fiston qui regardait Match 1, l'émission très célèbre des années 90, et qui se repassait des matchs en discutant. Donc là, on était plus dans un roman de dialogue. J'avais écrit une lettre ouverte à Zidane aussi. J'avais fait quelque chose sur les télétextes, par exemple, aussi, où on retraçait toute une année via une série de télétextes qui donnaient l'info d'une année. Donc, j'étais, voilà, de nouveau, je crois que j'avais un peu cette frayeur de me lancer sur une longue écriture linéaire du même rythme, parce que c'était la première fois que j'écrivais et je ne savais pas trop où ça allait me mener. Donc, je suis allé vraiment sur du séquençage comme ça, et c'est aussi dans mon caractère de toujours vouloir faire les choses dans le même esprit, mais de manière un peu différente. Et pour ça, les Madeleines, ça me correspondait bien. Maintenant que tu as trois expériences différentes, trois écritures différentes, est-ce que tu serais tenté justement de repartir vers quelque chose de plus classique, long format, grand format, en réelle écriture, peut-être plus narratif aussi, pour le foot toujours. Certainement, l'envie est là. Le temps, c'est autre chose. Donc on verra. C'est pas à l'ordre du jour, là maintenant, dans les semaines, ni je crains les mois à venir. Mais il y a cette volonté. Après, j'ai aussi appris au fur et à mesure, justement, comment était le monde de l'édition, ce qui marchait, ce qui était accepté, ce qui n'était pas accepté. Et j'ai honnêtement pas encore, au fond de moi, la bonne idée du format long qui pourrait être certainement accepté par une maison d'édition, bah, si ce n'est une bio ou quelque chose comme ça, mais ça demande un tel travail que pour le moment, j'ai tout simplement pas le temps parce que je voudrais le faire bien et pas si je dois écrire la bio d'un joueur, je la veux documenter le plus possible. Je veux des interviews avec des gens qui l'ont connu jeune, moins jeune, qui l'aiment pas, etc. Vraiment un travail très très long que je n'ai malheureusement pour le moment pas le temps d'effectuer. Outre les vidéos, tu penses que c'est à cause de la thématique ou parce qu'il y a déjà eu trop d'écrits autour du football que c'est compliqué de trouver la bonne idée pour un format comme celui-là? Je pense que c'est encore très compliqué de faire un bouquin de littérature sur le foot. Il y en a. Euh, Olivier El Khoury en a fait un très bon, par exemple. Euh, mais euh, mais c'est un sacré défi de trouver son public. De nouveau, peut-être pour tomber dans un cliché que je déteste, mais que je vais quand même dire, on va dire que le public littéraire, sans offense, n'est pas amoureux du foot et que le public foot n'est pas forcément, dans sa grande majorité, amoureux du livre de littérature. En tout cas, c'est aussi un point de vue partagé par beaucoup de maisons d'édition et que les chiffres commerciaux, à un moment, tendent à prouver aussi. Donc, ceci explique sans doute un peu cela, ouais. Parce que si on regarde les documentaires, alors oui, c'est de la vidéo, donc l'image fait énormément, hein, mais quand on voit Sutherland Till I Die sur Netflix, quand on voit les différents docus, quand on voit English Game, qui est une mini-série aussi sur la plateforme, on se dit qu'il y a moyen peut-être de transposer ce genre de récit-là, quitte à ne pas faire du réel, mais plutôt faire du fictif, mais de transposer ces idées-là en bouquin. Oui, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, mais de nouveau, tout ce que tu cites vient d'Angleterre et ils ont ce talent, cette culture pour rendre le foot hyper accessible au final. Et peut-être que nous, on n'a pas encore ça en Belgique. Je pense aussi au livre Carton jaune de Nick Hornby, qui est un chef-d'œuvre absolu en littérature de foot. Voilà, les grands livres, les grandes œuvres de foot viennent souvent d'Angleterre. Parce qu'ils ont à la fois cet aspect hyper connaisseur et que n'importe quel pan de leur société à eux, aussi bien les amateurs de littérature ou d'art ou de spectacle, sont aussi fans de foot. Je grossis un peu le trait, mais en Angleterre, c'est ça. Tandis qu'en Belgique, on n'est pas encore un pays de culture foot
Ah, déjà parce qu'on essaie déjà de chercher notre culture à nous entre le nord, le sud, etc. Donc ça fait chaque fois que réduire un petit peu le public. Il y a plus de livres déjà long format, plus littéraire foot au nord qu'au sud. Ça commence quand même déjà à se développer. Stéphane Van Loo, justement, attaché de presse de l'Union belge, a sorti un bouquin et on sort assez souvent sur la première Coupe du Monde en 1930. Et cette Ruckner Montevideo, c'est sur le périple de ces Diables Rouges qui ont participé à la première Coupe du Monde de 1930. Et là, il en a fait un livre historique, mais romancé, enfin voilà, une aventure en tout cas. Et il en a fait un bouquin qui a pas mal marché au nord du pays. Donc voilà, ça commence à prendre. Au sud, il faudra encore un petit peu de temps. Il faut que les gens se lancent des défis et tentent l'aventure. Et puis il y en a un qui marchera, j'espère. Ouais, ça veut dire que ton public cible, en fait, il est pas si simple à détourer. Comment tu arrives à l'accrocher? Est-ce que c'est nécessairement des fans de foot qui, par le bouche à oreille, se disent, ah, tiens, il y a un bouquin de foot qui pourrait m'intéresser, ou est-ce que tu peux taper plus large? Ben, je crois que ça, c'est le défi pour n'importe quel bouquin et pas seulement le bouquin de foot. Oui, c'est de sortir de la masse avec une idée, un concept qui peut parler à la niche, séduire la niche et après avoir son succès parce qu'il y a d'autres éléments qu'on met dedans qui peuvent intéresser le grand public ou un public moins fan ou moins cible à la base. Et ça reste le défi effectué que j'ai d'ailleurs pas encore forcément réussi, loin de là, quoi. Non, on en arrive un peu plus sur les chiffres. Tiens, tu sais donner un peu un chiffre approximatif de ton nombre de ventes ou des personnes touchées? Souvent, les deux chiffres sont pas nécessairement les mêmes. Bah, écoute, sur les Madeleines, notre but était 500. On en avait imprimé 1000 parce qu'on imprimait 1000 ou 500. Au final, ça coûtait plus ou moins le même prix, ce qui était hyper paradoxal, mais c'était des questions économiques. Et au final, je crois qu'on en a vendu 700. Donc là, on était content pour un. Voilà, on n'avait pas eu une grande distribution pour les Madeleines. On n'était pas arrivé on avait été dans certains clubs, mais pas tous. On n'était pas arrivé dans les Fnac, on n'était pas arrivé sur Amazon. Enfin, voilà, on avait vraiment un cercle de distribution assez restreint à miser sur le bouche à oreille. Donc on était assez content du résultat. Sur l'épopée russe, qui était un beaucoup plus grand tirage, et Nord-Sud, avec traduction, je crois que là, le dernier bilan que j'ai eu, c'est, que je ne dise pas de bêtises, je crois on avoisinait les 10 000, je pense, hein, sans m'avancer. Et pour Rouillerbach, il est beaucoup trop tôt, hein. Il est sorti il y a 15 jours, donc là, j'ai pas encore eu le moindre chiffre. Et c'est quoi l'ambition? L'ambition, honnêtement, et tu me connais, moi je l'ai fait et maintenant enfin, je participe à la communication, etc. J'essaie de le faire vendre, mais j'ai laissé tous ces calculs d'économie, de reach, de chiffres, etc. à la maison d'édition qui m'a demandé de faire le meilleur bouquin possible. Et je le verrai je le verrai au moment du décompte ou en posant, mais voilà, je suis quelqu'un qui fait les choses pour les faire et les faire de la meilleure qualité possible. Et après, si ça marche et qu'il y a du chiffre, tant mieux, parce que ça reste un des buts aussi. Mais c'est pas ça que je cherche en premier. Donc voilà, j'imagine que c'est de faire mieux, c'est de surfer sur la vague. Donc j'imagine aussi pour eux, vu qu'ils sortent encore aussi nord-sud, c'est d'arriver au-dessus des 10 000. Mais voilà, j'en ai vraiment jamais trop parlé avec eux. Il y a combien d'exemplaires qui sont tirés? Tu me poses une colle. Tu me poses vraiment une colle. C'est peut-être spécial, hein, mais voilà, je suis pas quelqu'un dans les chiffres, donc je ne sais pas. Pour la com, justement, t'en parlais. Est-ce que tu profites un petit peu de ton profil, de ton métier de journaliste pour essayer de mettre en valeur, ton bouquin et de peut-être pousser certaines forces de manière plus facile? On sait que c'est un milieu qui est compliqué, on sait qu'il y a beaucoup de concurrents, donc tous les atouts, forcément, s'en mettre de son côté, je présume. Ah oui, oui, voilà, enfin, ça, je vais de nouveau être très honnête. Oui, forcément, enfin, je veux dire, je passe à la tribune tous les lundis. Euh, je C'est connais lui qui a Benjamin dit de émission Sonac, plus, c'est ça. comme, comme tu connais Benjamin de Sonac. On est copains en dehors des écrans de télé, donc.
évidemment, je peux pas m'empêcher de, à un moment, lui envoyer un message en disant, tiens, ça te dirait bien de parler de mon bouquin. Et oui, évidemment, il le fait avec plaisir en me disant, bah oui, j'allais forcément te le proposer, et on va faire ci, on va faire ça, et on va en reparler pendant l'Euro. Voilà, ce serait stupide de ma part de ne pas le faire, mais en même temps, j'ai un peu du mal, par exemple, du côté d'Eleven, où moi, là, j'ai une des attributions de co-rédacteur en chef, euh, surtout sur les lives de foot, donc ce qui est quand même l'émission la plus regardée. Euh, j'ai pas su, moi, par déontologie, aller demander à des journalistes, tenez, prenez, qui faisaient le bord terrain, donc qui présentaient le studio depuis le stade ou quoi, tenez, prenez mon livre et montrez-le sur antenne, parce que je sais bien que c'est le match le plus regardé de la saison à 500 000 spectateurs nord-sud, nord-sud combiné. Là, oui, là, je me suis auto-freiné. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des actions sur les réseaux sociaux d'Eleven Sport, parce que j'ai quand même poussé, si je n'ai pas poussé la grande porte, j'en ai poussé une sur le côté pour quand même faire de la promo pour le bouquin, mais l'aspect déontologique, voilà, de ne pas me mettre en abus un peu de ma position. Ouais, je suis rédacteur en chef, donc parle de mon truc, ça, j'ai juste pas réussi à le faire. Donc voilà, mais oui, sinon, évidemment, utiliser le réseau d'une manière ou d'une autre, avec le plus de déontologie possible, oui, je l'ai fait. Ouais, c'est une forme de difficulté hein, quand même de se mettre en avant comme ça. Ça me fait penser à un élément que je voulais voir avec toi. C'était quoi la plus grande complication ou la plus grande difficulté, qu'importe l'ouvrage, hein, que ce soit We Are Back, que ce soit les Madeleines du foot ou que ce soit l'épopée russe, entre le premier mot que tu as posé et l'apparition du bouquin. Des bouquins. Chaque livre, chaque livre a eu son histoire indépendante. Donc, entre ouais, dans les Madeleines, le plus compliqué, ça a été que, je vais pas citer, c'est que j'avais pitché le livre chez maison d'édition qui avait pignon sur rue à l'époque et qui l'a plus ou moins toujours, qui m'a dit oui, Non, ok, non. non, 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 qui m'a dit oui, on part sur le projet. Voilà, on prépare le contrat, on m'envoie le contrat d'édition que je ne signe pas tout de suite parce qu'il y avait un problème et qui n'était même pas d'ordre financier ou quoi. Il y avait un problème, je pense, oui, dans l'adresse ou, enfin, ou quelque chose comme ça, mais donc une faute très, très, très factuelle, mais donc qui fait voilà. Et donc quand quelques mois plus tard, en ayant écrit les trois quarts du bouquin, je dis, ah ben, en fait, le contrat, voilà, il y a cette faute-là dans l'adresse, donc je ne l'ai toujours pas signé. Est-ce que vous pouvez me renvoyer un exemplaire correct? Là, ils me disent, ah ben non, tout compte fait, on ne fait plus le bouquin. Donc là, ça avait quand même été un coup dur parce que c'était le premier, et que j'avais eu de la chance parce que la première maison d'édition que j'avais contactée m'avait dit, ah oui, on est intéressé par le pitch, donc on y va, garde-le au frais, on ne va pas en voir d'autres. Et que j'avais la volonté de sortir avant la Coupe du Monde 2018. Voilà, et que donc du coup, ça me mettait trop tard pour commencer à refaire un tour des maisons d'édition, de repitcher le truc à tout le monde, de me faire accepter dans un calendrier éditorial normal. Et c'est que là que j'ai eu du bol aussi, que en expliquant un peu ce petit malheur à une amie, elle m'a dit, ah, mais moi je travaille avec quelqu'un qui sait auto-éditer son bouquin, donc je peux vous mettre en contact. Et on s'est mis en contact, et en fait, 3 jours après avoir été lâché par une maison d'édition connue, je me suis retrouvé avec les éditions du Pays Noir, là, de Ben Choquet, et il a repris le truc en cours de route, et on s'est pas mal démerdé pour réussir quelque chose. Donc ça, c'était l'histoire, et c'était le moment dur des Madeleines. Le moment dur de l'épopée russe, écoute, ça, j'en ai pas spécialement. Parce que, allez, on baignait encore sur l'euphorie de la Coupe du Monde, que c'était la première collaboration avec Kennes, que c'était la première collaboration avec l'Union belge, et que les portes étaient ouvertes assez facilement, justement, et voilà, on avait su bénéficier des rassemblements internationaux à Tubize qui avaient suivi la Coupe du Monde, où les joueurs étaient accessibles, donc j'avais pu aller les voir à Tubize, organiser ça par Stéphane Van Loock, l'attaché de presse. Donc tout s'était très bien mis de manière très fluide. Ce qui était le plus dur, c'est qu'on voulait le sortir très vite, donc les délais avaient été super courts parce que donc c'est le 10, enfin le 12 ou le 13 ou le 15 juillet qu'on a décidé de faire le bouquin, et il devait sortir pour les fêtes de fin d'année, en finale, allez, à la fin novembre.
Donc, ça voulait dire qu'on avait 6 mois pour sortir le bouquin, avec 2 mois pour l'impression et quasiment un mois pour la traduction. Donc, au final, je devais faire mon bouquin en 3 mois. Mais j'aime bien travailler sous pression et dans l'urgence, donc moi, ça ne m'a pas posé de problème. Mais ça, c'était quand même, voilà, il y avait quand même un échéancier assez serré à suivre. Et pour We Are Back, le moment dur, bah, ça a été dur pour We Are Back, mais je crois que ça a été dur pour tout le monde. C'est qu'on s'est pris un Une pandémie. virus, une Ouais. pandémie, et que ça a mis le projet au frigo. Est-ce qu'il va y avoir le tournoi? Est-ce que le livre aura vraiment encore du sens à la sortie? Est-ce qu'il verra le jour un jour? Voilà, ça n'a pas été le plus dur de la pandémie pour moi ou pour tout le monde, mais par rapport au livre, oui, ça a été le point d'interrogation qu'il a fallu soulever à un moment. Donc on peut dire que tu écris quand même très très vite. Les trois ont été produits assez rapidement. Oui, 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 j'essaye d'écrire vite. Je pense que tu ne me contrediras pas, on a appris ça en télé aussi, hein, où parfois on a à 15 minutes entre la fin d'un match et la diffusion d'un sujet où on doit raconter la dite rencontre pour quand même y mettre un peu de touche, trouver les bons mots, éviter les redites et trouver son style assez vite. Donc voilà, après, il faut l'adapter au format bouquin, accepter les corrections, les remarques, les retours. Ce qui, ça, est un peu inhabituel en télé, parce qu'une fois qu'on a fait notre sujet, on est les seuls à les lire. Et voilà, et c'est peut-être après qu'on nous dira une remarque, mais on ne dira pas avant qu'on aille faire un truc, ah, change ci, change ça, ou change cette formule de phrase-là, c'est quand même très très rare. Donc voilà, mais ouais, je pense écrire assez rapidement. Ouais. Ouais, beaucoup plus vite que Frédéric Ernotte d'ailleurs. Mais bon, ça c'est pour la petite blague. Est-ce qu'il y a un système de précommande? On t'en fait un petit peu de promo tant qu'on y est, vu qu'on arrive au terme de l'interview. Est-ce qu'il est possible de le trouver facilement, Wearback, et les autres aussi d'ailleurs. Oui, Arbac et l'épopée russe sont encore trouvables, sont trouvables assez facilement sur les grosses enseignes, sur le site de la Fnac, je pense aussi, dans les grosses librairies, dans les clubs, dans les carrefours aussi. Donc là, ils bénéficient bah oui, du circuit des éditions Kennes. Pour les Madeleines, on était passé par le livre en papier. Et donc, je pense qu'il y a toujours moyen de le commander en ligne sur j'écris-un-livre.be ou sur le site de le livre en papier, je pense. Voilà, en tapant soit mon nom, Patrick Stein dans les auteurs, soit en tapant Football 90, deux points, les Madeleines du foot. Il y a encore moyen de le trouver. Hop, on arrive donc au terme de l'interview. Dernière rubrique de la boîte, c'est Il était une boîte. Et je te laisse 2, 3 minutes. Je sais que ça va être compliqué pour conclure l'interview à ta manière, à ta sauce, comme tu as envie, selon ton inspiration. Bah, écoute, c'était un plaisir. C'est un exercice que je connais pas encore beaucoup. Ça m'a permis aussi de constater que mes petits ouvrages, là, mes petits bébés foot, sont considérés comme des livres de littérature, ce qui, ouais, moi, pas me surprend, mais voilà, il y a toujours ce petit complexe aussi de se dire, ouais, bah, je fais un travail journalistique, j'essaie quand même d'y mettre un peu de littéraire dedans, donc est-ce que c'est vraiment de la littérature ou est-ce que les puristes vont dire non, non, c'est autre chose. Donc un grand merci pour l'accueil et pour l'ouverture à ce niveau-là. Ça, c'est déjà un super point que j'ai apprécié tout au long de l'interview. Et tu m'as permis, en formulant ma réponse tout à l'heure, de me rendre compte que oui, en fait, ces gars-là, ces diables, ils nous ont déjà écrit une belle, belle histoire depuis quelques années déjà, et qu'en fait, ouais, elle s'écrit tout seule grâce à eux, grâce à leurs pieds, mais aussi grâce à leur personnalité. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est que voilà, quand on était petit, il y avait les livres dont on est le héros. Là, c'est les livres dont eux sont les héros, donc bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils me permettent encore d'écrire un livre sur quelque chose qu'on n'a jamais vécu nous. C'est une victoire dans un tournoi international avec le happy end. Parce que alors là, en plus, ça ouvrirait la porte à encore plus d'amour du foot en Belgique. Et donc, pourquoi pas justement la porte ouverte à oser encore plus et à développer d'autres formats littéraires sur le foot. Donc voilà, la balle est plus que jamais dans leur camp, dans leurs pieds. Merci Patrick, c'était complet, super intéressant. Je rappelle le nom de ton dernier bébé, We Are Back, un livre sur les Diables Rouges, donc Kennes Édition, disponible dans les excellentes librairies et donc aussi possible de le commander en ligne, hein, on l'a bien compris. C'est pareil pour tes autres bouquins d'ailleurs. C'est possible de partager cette interview si vous arrivez en groupe, si vous le désirez, faites-le. Sinon, un seul nom de code, hein, la boîte, n'hésitez pas
allez liker la page Facebook, vous abonner sur Instagram, sur YouTube, vous inscrire sur Discord, vous connaissez la musique pour suivre les conférences prochaines de la boîte, et elles sont nombreuses. Suivez aussi Frédéric Ernotte, qui est un auteur. C'est toujours bien de suivre ses aventures, c'est toujours un placement intéressant. Donc encore merci Patrick, c'est un plaisir, à bientôt. Et merci de votre écoute à tous, hein. Sortez de votre boîte, pour découvrir celle-ci, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Ciao!